Bonjour les amis, bienvenue à la pause RH. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la pause RH. Qu'est-ce que la pause RH? C'est votre moment détente, votre moment apprentissage. C'est l'instant où vous vous posez pour apprendre en compagnie de ma team que j'ai la joie de retrouver ce soir. Et avec une invitée, une qui a rejoint la team cette semaine. Donc, on a une nouvelle qui va faire son baptême. Bonjour Ousmina. Bonjour Patience. On te laisse te présenter. Je suis Ousmina Bandé, conseillère en communication et aussi coach conférencière. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Tu rejoins la team. On est bien content de t'avoir. Et vous la connaissez déjà. C'est notre super RH, Khadi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Ousmina, bonsoir Patience, ravie d'être parmi vous cet après-midi. C'est un plaisir, je suis très contente de t'avoir encore. Alors, les amis, ne vous en faites pas, Khadija, elle n'est pas très loin, elle est juste à côté et elle sera là au prochain épisode. Je suis Patience la police, donc je vais être votre hôte durant cette heure, nous allons passer ensemble. Posez-vous, prenez votre café, votre thé, un chocolat chaud, des chips, ce que vous voulez, faites-vous plaisir, posez-vous et on va échanger sur une thématique qui intéresse la majorité d'entre vous. C'est quelque chose qui est d'actualité depuis plusieurs années dans l'univers de la gestion des ressources humaines, ou même dans l'univers du management. Et c'est quelque chose qui est un sujet important que nous partageons et sur lequel nous avons beaucoup d'atomes crochus avec la team et on va vous donner des tips et on va parler bien-être. Bien-être au travail, les conditions pour avoir le meilleur environnement de travail. Et on va parler aux managers, on va parler aux collaborateurs, on va parler aux chefs d'entreprise. Alors posez-vous, partagez la vidéo, appelez un copain qu'il vienne s'asseoir et passer la pause avec lui pour parler de ce sujet très intéressant qu'on va partager ensemble. Alors, Ousmina, Khadi, on va parler santé et bien-être. Et la question, c'est de savoir comment améliorer les conditions de travail des employés. Parce que on sait que les environnements de travail aujourd'hui, on parle beaucoup de stress, on parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de qualité de vie et conditions de travail. Donc, c'est des notions avec lesquelles on doit travailler au quotidien. Mais ma question première serait déjà de savoir, est-ce qu'il y a une seule définition du bien-être, Ousmina? Comment tu définirais le bien-être? Merci pour la question. Je dirais que le bien-être, c'est déjà être bien avec soi-même, aligné avec son moi intérieur, en plus de tout ce qui est physique, bien-être physique, la santé, l'énergie. En plus du bien-être physique, on a le bien-être émotionnel, savoir être bien intérieurement, accepter. Donc, il y a la reconnaissance des employés, il y a la valorisation qui fait partie de l'émotion, il y a aussi tout ce qui est bien-être dans l'environnement de travail, c'est-à-dire dans l'environnement relationnel, être dans un environnement sain et équilibré. Super. J'aime beaucoup quand tu parles de l'environnement parce que moi, c'est vraiment la question qui m'intéresse aujourd'hui de savoir est-ce que le bien-être n'est que physique? Est-ce que ce n'est que dans les conditions de travail? Parce qu'aujourd'hui, on appuie beaucoup sur les conditions de travail. Les gens réclament beaucoup de choses, des espaces de vie, de l'aménagement du temps, avoir des crèches, avoir des cantines, bénéficier de cadeaux, de la reconnaissance. Khadi, ma question, ce serait pour toi de savoir, en entreprise aujourd'hui, est-ce que le bien-être ne doit se limiter qu'aux conditions de travail? Est-ce que le management ne participe pas premièrement au bien-être? Absolument, absolument, Patience. Parce que le bien-être, à mon avis, c'est vraiment sur 3 leviers. Le premier, et généralement, c'est là où tout le monde essaye d'encadrer le bien-être, c'est vraiment le bien-être physique. Donc, l'environnement de travail, en termes d'ergonomie, en termes d'outils de travail, en termes d'espace de détente, etc., de crèche d'entreprise, en tout cas, tout ce dont on entend parler. Mais le bien-être
va beaucoup plus loin, on va dire, dont un levier important, le management. Le bien-être aujourd'hui doit être vraiment... doit faire partie intégrante de la stratégie d'une entreprise. Et lorsqu'on l'embarque dans la stratégie d'une entreprise, on parle alors de organisation de travail, déjà de style de management également, de comment est-ce qu'aujourd'hui on va optimiser la manière de travailler de sorte à ce que le collaborateur sente qu'il travaille et que la quantité de travail elle est raisonnable et qu'il est apprécié pour ce qu'il fait. Donc ça va embarquer également la reconnaissance. Et un troisième levier sur lequel il faut également travailler, en plus bien sûr de l'organisation, de tout ce qui est lié au physique, ce sont les relations humaines. Le bien-être doit, en fait, s'appuie beaucoup sur les interactions qu'on a avec les collègues. Sur le manager qu'on a, est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il fait preuve d'empathie? Est-ce qu'il est très humain dans la manière dont il nous gère? Et comment est-ce qu'on interagit avec nos collègues? Parce que qu'on soit très clair, hein. C'est-à-dire que si on a l'entreprise sexy, c'est-à-dire qu'il y a des espaces de détente, des coins pour dormir, un endroit où prendre des pauses café, faire du sport, mais que on a des relations toxiques autour de nous, ça sert pas à grand-chose. Donc pour moi, ça doit se baser sur ces trois piliers fondamentaux. Donc l'ergonomie, donc le bien-être physique, l'environnement de travail, que ce soit encadré dans la stratégie même de l'entreprise, donc l'organisation, le management, le système de reconnaissance, et pour finir, dans les relations saines. Et ces relations saines-là, elles se basent essentiellement sur la culture de l'entreprise et sur ses valeurs. C'est génial, c'est exactement ce qui me venait à l'esprit pendant que tu parlais, cette notion de valeur, les valeurs de l'entreprise, d'avoir des entreprises où la valeur humaine est véritablement au centre et que ce soit une valeur partagée. Parce qu'en effet, on a vu des entreprises où on a mis en place des conditions de travail optimales, exceptionnelles. Je pense que pour beaucoup, à une certaine époque, on enviait tous Google, où il y avait vraiment un environnement de travail extrêmement convivial. Et moi-même, quand il a fallu aménager un espace de travail il y a quelques années pour les équipes commerciales, et je n'avais que Google en tête. On a prévu un espace de travail où il y avait un coin au sol avec des coussins, il y avait un billard, il y avait des postes de travail assez particuliers, il y avait une balançoire, c'était mon coin préféré, la balançoire. C'était très, très convivial. Mais en effet, comme tu dis, l'atmosphère est également importante. La convivialité entre les personnes, les relations humaines. Et Ousmena, ça m'amène à te poser cette question, justement, quels seraient les conseils que tu donnerais à un collaborateur pour être véritablement partie prenante à ce bon environnement? Parce que l'environnement, un bon environnement de travail, le bien-être, c'est quand même l'affaire de tous. Donc, quels seraient les conseils en tant que coach que tu donnerais à un collaborateur ou à un manager pour être véritablement acteur du bien-être en entreprise? Merci, c'est une excellente question. Parce qu'évidemment, effectivement, le bien-être n'est pas qu'une option RH, c'est une responsabilité collective. Il faut que les employés aussi se disent qu'à un moment donné, quels que soient les espaces bien-être qu'on va mettre en place, quelles que soient les stratégies que l'entreprise va mettre, pour que cet employé se sente bien, il faut que lui-même il sache si réellement les valeurs de l'entreprise sont alignées avec lui-même. Parce qu'on doit être bien d'abord. Tout à l'heure, on parlait du fait que les employés eux-mêmes, ils doivent, pour être bien dans leur peau, avoir une bonne énergie. Parce que si vous avez une mauvaise énergie, une énergie négative, et que vous venez dans votre environnement de travail, forcément, vous n'allez pas apporter un bien-être à vos collègues. Donc pour ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut pour soi-même. Être aligné avec soi-même, c'est surtout se dire, je suis dans cette entreprise, quelles sont mes opportunités de carrière? Qu'est-ce que je veux? Dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que dans cette entreprise, je veux évoluer? Comment je veux évoluer? Et en plus de ça, l'employé aussi doit se dire,
qu'est-ce que moi j'apporte à l'entreprise? Parce que c'est bien beau de demander tous les jours au RH, mais pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas de prime, pourquoi mon fauteuil il est là, pourquoi je ne suis pas bien dans mon espace de travail. On est tout le temps là en train de réclamer. Mais en tant qu'employé, qu'est-ce que moi-même j'apporte à mon entreprise? Quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à mes collègues? Ça peut être une énergie positive, ça peut être, comme disait tout à l'heure Hadi, avoir de l'empathie pour ses collaborateurs, féliciter, encourager, donner, valoriser les gens, dire un merci pour un travail et ne pas toujours être là dans résultat. On est tout le temps là en tant que, même les managers, comme je disais tout à l'heure, ils sont là, ils se disent, oui, combien d'entreprises en réalité demandent, ou bien de managers demandent à leurs collaborateurs, quels sont nos résultats aujourd'hui, on a fait combien, est-ce qu'on a le chiffre d'affaires, est-ce que vous avez abouti à telle ou telle chose, et ne demande pas à son collègue, mais pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Tout ça, ça crée de bonnes relations dans l'entreprise parce qu'au moins le collègue, il va se sentir valorisé. L'employé, il va se sentir vraiment avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise et savoir aussi que son collègue le remarque, ressent ses émotions. Et voilà, je pense que c'est un peu ça. Oui, j'aime beaucoup quand tu parles de ces interactions-là et des questions simples qu'on peut poser à un collaborateur qui font remonter véritablement une estime et un vrai bien-être et vraiment comment tu vas, comment tu te sens, comment ça se passe dans ta vie, de vraiment savoir que la personne sache qu'on s'intéresse à elle en tant que personne et non pas simplement en tant qu'apporteur de chiffres et non pas simplement en tant qu'une personne qui est là pour produire du résultat. Donc, c'est vraiment cette valeur-là qui, pour moi, est fondamentale. Avoir cette valeur humaine au sein de l'entreprise, dans toutes les interactions, mais aussi de se dire que ce que je veux qu'on me fasse, il faut que je le fasse aux autres. Cette responsabilité qu'on a, nous aussi, dans le bien-être général. Et nous, les RH, et là, c'est vraiment, Khadi, je vais te demander ton sentiment en tant que RH, comment toi, tu perçois les rapports avec les autres dans ton bien-être? Quel est l'apport que les collaborateurs peuvent avoir dans ton bien-être en tant que RH également? Parce que les RH s'occupent de tout le monde, prennent soin de tout le monde, sont là pour apporter à tout le monde. Mais comment est-ce qu'on se sent en tant que RH quand on a fini de donner et qu'au final, on ne reçoit pas grand-chose? J'avoue que on oublie d'abord qu'avant d'être RH, on est d'abord employé de l'entreprise. Et effectivement, je pense que cette casquette de RH l'a fait on est le récipient qui va tout récolter. Lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a la pluie, on reçoit tout. C'est bien parce que quelque part, notre rôle peut nous l'imposer. Mais là où ça devient vraiment compliqué, c'est lorsque les RH, on les perçoit vraiment comme des personnes à acculer, comme des punching balls, si je peux le dire comme ça. J'ai un problème, par exemple, l'ergonomie de ma chaise n'est pas bonne, paf, je vais voir la RH, je décharge tout ce qu'il y a comme onde négative sur la RH, tout ça, pour qu'ensuite elle puisse me trouver une solution. C'est bien, mais je pense que là où nous, en tant que RH, on peut trouver le moyen d'absorber tout ça et de nous ressourcer, c'est vraiment avoir des collaborateurs aujourd'hui pour lesquels on voit déjà que les initiatives qui sont prises ont un véritable impact sur leur bien-être. Parce que si on est dans une entreprise où le collaborateur, il se sent bien, on va pas dire que oui, on est peace and love et tout, mais où franchement, il y a un très bon environnement de travail, il n'y a pas de toxicité, chacun sent qu'il est vraiment en train de contribuer à faire bouger les lignes. Déjà, ça, c'est gratifiant pour nous parce que on reçoit moins d'ondes négatives. Donc, on a le temps de
de tempérer un peu tout ça. Et à notre tour, on a le temps de véritablement aller au-delà de notre métier de RH, contribuer à mettre en place des stratégies, des initiatives. Donc, je pense que c'est vraiment un effet boomerang. Si on arrive à donner en tout cas, à mettre les employés dans de bonnes conditions, quelque part, on gagne également en termes de bien-être et tout ça. Et je pense que un des points fondamentaux sur lequel je souhaiterais vraiment rebondir un peu par rapport à ce que Ousmina disait, par rapport au fait d'avoir un collaborateur qui se sente bien. Déjà, il est acteur de son bien-être. C'est extrêmement important. On est heureux quand on décide d'être heureux. Notre bonheur ne peut pas dépendre des autres. Il faut d'abord qu'on soit conscient de ça. Et autre chose, donc je profite vraiment de cet espace pour rappeler quelque chose à ceux qui nous écoutent, c'est que la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit de bien-être ou de mal-être, est la résultante de toutes les décisions qu'on a prises tout au long de notre parcours professionnel dans des contextes spécifiques. Donc aujourd'hui, si tu sens que tu es malheureux dans ton travail, peut-être que tu n'es plus en accord avec tes valeurs, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans cette situation? On a tendance à penser que c'est les RH ou c'est la direction générale qui doit apporter des solutions. Non, dans un premier temps, comme Ousmina l'a dit, il faut faire une introspection. Quelles sont les décisions accumulées que j'ai prises qui m'ont mis exactement dans cette situation? Parce que le résultat, c'est la somme de toutes les décisions et des contextes. Comment j'ai réagi à chaque fois? Et donc, c'est en fonction de ça que j'arrive à cette situation. Donc, premièrement, je fais une introspection. Pourquoi est-ce que je me sens pas aussi bien que ça au travail? Et ensuite, c'est vraiment lorsque j'aurai cette réponse que je saurai que peut-être l'entreprise dans laquelle je suis ne matche pas vraiment avec ce que ou ma vision du monde professionnel. Voilà ce que un peu je voulais rajouter sur ce que Ousmina a dit. C'est très important. On est acteur de notre bonheur. On décide d'être heureux. On ne peut pas caler notre bien-être sur les autres. Non. Oui, merci beaucoup parce que justement, cette notion de responsabilité dans notre bien-être, elle est extrêmement importante. Parce que cette responsabilité, justement, les collaborateurs ont tendance à la renvoyer aux autres. C'est l'autre qui est responsable de mon bien-être, c'est l'autre qui est responsable de ma carrière. Si je n'ai pas de bons résultats, c'est mon manager qui n'est pas assez bon. Si je ne vais pas bien, c'est mon manager qui ne sait pas me manager. Or, ce que j'essaie, et justement, comme tu dis, on profite vraiment de cette occasion pour dire vraiment, chacun est responsable de ce qu'il vit et de l'environnement dans lequel il est, parce qu'on est capable de modifier l'environnement extérieur en modifiant notre environnement intérieur. C'est ce que je vis et comment je suis alignée au-dedans de moi va réagir, ou en tout cas va envoyer quelque chose dans l'environnement extérieur et les choses peuvent s'aligner. Donc cette notion de responsabilité, beaucoup de gens n'aiment pas la prendre parce que c'est peut-être des fois effrayant, mais il faut qu'on soit conscient que mon bien-être, c'est ma responsabilité. Ma carrière, c'est ma responsabilité. Absolument. Des fois, les gens sont choqués quand ils me disent, oui, mais moi, je l'ai beaucoup, des fois, en entretien, c'est quel est le plan de carrière que vous proposez? Des fois, la question, c'est de dire, quel est le plan de carrière que toi, tu as pour ta vie? Absolument. Parce que les seuls plans de carrière que je vais te proposer, c'est ce qui est en phase avec l'évolution de mon entreprise. Absolument. L'évolution de l'entreprise. Mais toi, quel est ton plan de carrière? Toi, quelles sont tes valeurs? Toi, quels sont les principes que tu défends et qui vont te bâtir et te permettre d'être aligné, comme tu disais, justement, cet alignement, être aligné au-dedans de toi pour pouvoir agir à l'extérieur. Ousmina, en tant que coach, de manière pratique, quels sont les conseils qu'on pourrait donner à nos amis pour véritablement prendre en main leur bien-être? C'est une très bonne question. Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, être aligné avec soi-même, c'est un premier pas. Il y a aussi, ça me fait penser à une phrase de John Maxwell dans son livre « Les 15 lois inestimables de la croissance ». Son premier chapitre, il parle de l'intentionnalité. Il faut être intentionnel pour sa propre vie. Tout à l'heure, Hadi a parlé de décisions. On prend des décisions personnelles pour notre propre vie avant que l'entreprise même prenne des décisions pour nous.
Il pose une question vraiment puissante et qui m'interpelle tous les jours. Il dit, la vie est en cours. Êtes-vous présent? Wow. Puissant. Parce que c'est important d'être présent dans sa propre vie. Wow. On n'est pas là pour matcher avec ce que les autres veulent qu'on soit ou ce que les autres ont prévu pour nous en termes de plan de carrière ou en termes de décision. Maintenant, on a vraiment tendance à faire comme les autres veulent qu'on fasse ou à faire comme les autres font. Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Est-ce qu'on est présent pour notre propre vie? Est-ce qu'on est prêt et on est conscient que les décisions qu'on prend vont avec notre propre vie, sont alignées avec ce qu'on veut et ce qu'on aime? Parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, qui on est, où est-ce qu'on va, qui on est? Wow, c'est tellement puissant et ça m'a rappelé une anecdote. C'est un gars qui va se marier et quand il a invité ses copains et il disait « Ma mère vous invite à mon mariage ». C'était incroyable. Il n'était pas présent dans son propre mariage parce que les situations avaient fait que ses parents lui ont dit « Non, tu vas épouser la fille ». Et les parents ont tout organisé. Et comment il le vivait véritablement, c'est quand il invitait les gens, il disait aux gens, mais ma mère t'invite à mon mariage. J'avoue. C'est vraiment ça. Mariage. Voilà, Ouais. mariage. Et je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont spectateurs dans leur propre vie. Il y a des gens qui sont invités dans leur propre vie. Et il faudrait qu'ils commencent à devenir les hôtes de leur vie. Absolument. Donc les amis, ne soyez pas invités dans vos vies, ne soyez pas spectateurs de vos vies, soyez acteurs de vos vies parce que ça participera à votre bien-être. Merci infiniment Osmina, c'était extrêmement puissant cette phrase. La vie suit son cours, il faut être présent, il faut être présent à chaque fois, il faut être présent dans sa vie, il faut être présent dans la vie des autres, il faut être présent dans la vie, il faut être présent dans l'entreprise. Vivre. Parce qu'on le voit aujourd'hui, cette notion de présentéisme. Et ça, des gens qui sont en entreprise, ils sont là, ils sont devant un poste de travail, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, il n'y a pas de valeur ajoutée et c'est très, très compliqué. Là, ce qui m'intéresserait justement dans cet exemple des personnes qui souffrent de présentéisme, comment est-ce que ce n'est pas un symptôme d'un problème avec la santé mentale? Oui, ça peut effectivement toucher la santé mentale parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui sont là. Il y a plusieurs facteurs, ce qu'on appelle, ils sont physiquement là. Ils te coûtent très cher parce qu'ils vont venir brancher leur machine. Ils vont utiliser la clim. Mais c'est très vrai, ils te coûtent plus cher même que ceux-là même qui sont absents. Et franchement, beaucoup de bonnes passantes. Voilà, exactement, beaucoup de bonnes passantes. Donc vraiment, et il faut vraiment faire attention un peu à ces collaborateurs-là. Donc, pour en revenir au sujet, et puis après, je pourrais partager quelques pistes de réflexion sur comment vraiment les identifier. C'est que, effectivement, cette problématique peut reposer sur une problématique de santé mentale. Ce que moi j'appelle par exemple le bore-out, c'est-à-dire l'ennui qui mène à l'épuisement professionnel. On va avoir des collaborateurs qui sont là, qui depuis 10, 5, 7, 8 ans se trouvent à faire les mêmes tâches. Et souvent, ce sont même des tâches chronophages. Ils les font, ils les refont, ils les refont. À un moment, ils saturent. Ils saturent parce que tout simplement, ils n'ont pas été acteurs ou présents dans leur carrière, dans comment bâtir leur propre carrière professionnelle. Donc, ils ont juste pris sans vraiment essayer d'agir. Et donc, à un moment, ils arrivent à un point où ils sont en ennui total. C'est-à-dire, je sais plus ce que je fais, je me retrouve à faire les mêmes choses et ils ont même l'impression de ne plus avoir de la valeur au sein de l'entreprise. Quand bien même ils peuvent être efficaces dans ce qu'ils font, parce qu'ils sont en train de faire une tâche qui doit être faite pour qu'on puisse atteindre les objectifs à la fin de la journée. Mais ils sont plus, eux-mêmes, ils sentent plus qu'ils apportent quelque chose. Donc, ça les pousse même à aller trouver des tâches qui sont, excusez-moi, inutiles pour pouvoir se sentir utiles. Et à force de chercher ces tâches inutiles, à la fin de la journée, on te dit oui, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça, j'ai fait ci.
Ok, d'accord, c'est bien, mais c'était pas ça l'objet, c'était pas ça l'urgence. Et donc après, ils sont épuisés parce qu'ils ont fait beaucoup de tâches inutiles. Épuisés, et ils commencent maintenant à magasiner de la frustration et tout ça. Et ces personnes-là sont en mode vraiment pause. Et il faut trouver le moyen de les identifier. Parce que comme j'ai dit tantôt, elles coûtent cher. Elles sont là, elles font des tâches inutiles. Elles utilisent le courant, elles utilisent l'espace, entre autres. Et pour les identifier, je pense qu'il n'y a pas 1000 moyens de le faire, que des sondages internes. Le bien-être, si elle est vraiment intégrée dans une stratégie d'entreprise, je crois que premièrement, il faut aller sonder. Il faut aller évaluer, il faut aller voir c'est quoi l'existant. Et qui de mieux pour répondre à ces questions-là que les collaborateurs qui sont eux-mêmes acteurs de leurs besoins. Ils savent ce dont ils ont besoin, donc il faut aller chercher. Comment se sentent tes collaborateurs? On parle d'expérience employée, c'est capital. À partir maintenant des résultats que tu auras, tu mettras en place des comités, mais des comités vraiment mixtes. Plus une affaire de le codir, le top management, on va réfléchir à la place des autres sur ce qu'il faut. C'est leur besoin, ça les concerne. Il faut les embarquer dans le processus de la co-construction. Une équipe dédiée ou bien un comité bien-être, tu prends un peu des RH, tu prends un peu de top management, middle, les agents, vous faites un mix et vous essayez maintenant, sur la base des résultats que tu as eus, de définir qu'est-ce qu'il faut pour que les choses aillent bien. Et après, maintenant, avoir fait cette co-construction, mettre en place les initiatives. Maintenant, on ne dit pas de mettre en place des initiatives, de croiser ses bras. Ce qui a fonctionné une année peut ne pas fonctionner l'année prochaine. Et donc, il faut tout le temps évaluer, constamment. Et c'est ces évaluations-là qui vous permettent de décider, finalement, peut-être que je voyais tel collaborateur, il avait l'air déconnecté, il nous faisait du travail, on n'a rien compris, mais peut-être que c'est parce qu'il y a une succession de choses et ainsi de suite, et voilà, essayer de mettre en environnement pour le récupérer. Je pense qu'il y a une dimension que par moment on oublie lorsqu'on est manager, lorsqu'on est dans le top, le middle management, et quand on est, les RH ont cette perception-là, parce que peut-être c'est la casquette qui le fait, mais c'est vraiment cette dimension humaine et de responsabilité. Moi-même, je la lie à une responsabilité spirituelle. Parce que dès lors que tu as la responsabilité de gérer des personnes, tu as cette responsabilité-là d'aller jusqu'au bout et savoir qu'est-ce qui ne va pas. Certes, la personne est actrice, elle doit savoir pourquoi est-ce qu'elle en est là. Mais en tant que manager aussi, tu dois aller chercher le problème et voir comment est-ce que tu peux contribuer à rendre cette personne-là un peu plus heureuse dans son quotidien. Parce que derrière cette personne, il y a une famille. Derrière les membres de sa famille, il y a d'autres communautés et ainsi de suite. Et donc, en impactant une seule personne, tu impactes tout le monde. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure de le simple fait de dire merci. Ça peut changer la journée de quelqu'un. Ça peut changer la journée de quelqu'un. Donc, globalement, voilà ce que je pense que on devrait faire. Et effectivement, la santé mentale doit être vraiment embarquée dans les initiatives de burn-out, de bien-être. Parce que on parle de santé mentale, on parle de risques psychosociaux. On est dans des sociétés. C'est vrai, le monde évolue, mais l'entreprise telle qu'elle est définie, elle reste la même. Il y a 50 ans en arrière, il y a 100 ans en arrière, une entreprise, quand elle performe pas, qu'est-ce qu'on fait? La recette miracle, on rajoute de la pression. Parce qu'à l'époque, quand tu rajoutais de la pression, tu avais l'impression que les collaborateurs couraient plus vite. Ils délivraient. C'est bien. Mais l'erreur, c'est que le monde a changé, les besoins ont changé, mais les entreprises sont restées les mêmes. Elles se disent, là, les chiffres, on les a pas atteints. Remettons une couche de pression, ils vont délivrer. Les chiffres commerciaux, là, on avait dit 100. Comme ils ont du mal à faire ça, on va aller à 150. Ok, c'est bien. Mais comment on fait pour arriver à 150? Le bien-être aujourd'hui n'est plus une question ce n'est plus un effet de mode. J'ai l'impression qu'on dit bien-être, c'est un gadget RH, c'est la mode, on l'a au bout de toutes les lèvres. Mais le bien-être est fondamentalement un pilier stratégique d'une entreprise. Elle permet véritablement d'impacter positivement la performance. Les entreprises qui vont exister et qui vont être très fortes dans 50 ans, c'est celles-là qui auront fait le choix d'en faire un pilier stratégique aujourd'hui. Merci, c'est magnifique. J'adore ta chute parce que justement, demain se prépare aujourd'hui. Absolument. Le futur se prépare maintenant. Et cette question du bien-être, justement, c'est quelque chose
que beaucoup d'entreprises ou de chefs d'entreprise ou de codir, on considère encore comme un centre de coût. Et ça va vraiment dans différents aspects, ce bien-être, parce qu'on a parlé des valeurs humaines, on parle de l'alignement de la personne par rapport à ce qu'elle veut, et tu as parlé justement de principes spirituels, parce que tout ça fait partie de la personne. Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles justement de vraiment prendre l'humain dans sa globalité. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le management pendant longtemps. Il y a des choses où on disait, oui, quand tu es professionnel, si tu viens en entreprise, tu laisses tes problèmes à la maison. Moi, j'ai entendu des choses comme ça. Je me disais, ok, bon, je ne sais pas comment vous faites ça. Personnellement, je ne sais pas si la personne, avant de sortir, une baguette magique, elle soulève le sac de problèmes et des bouts. Je ne sais pas comment ils font ça. Mais justement, aujourd'hui aussi, on considère que voilà, l'entreprise n'est pas le lieu pour exprimer sa foi, par exemple. N'est pas le lieu pour exprimer sa foi. On est tout à fait d'accord avec ça, pour éviter les discussions qui peuvent fâcher. Mais il est important qu'on comprenne et qu'on considère l'humain dans sa globalité. Absolument. Pour avoir cet alignement, il faut pouvoir s'intéresser à tous les centres d'intérêt de la personne, dans le travail. Quelle est sa foi? Quelles sont ses valeurs? Parce que ce sont justement ces leviers qu'on peut utiliser pour mettre la personne en action, pour mettre la personne en mouvement. S'il faut adresser quelqu'un qui a une certaine obédience, on ne va pas utiliser les mêmes codes. Absolument. Ou les mêmes moyens de communication qu'une personne d'une autre obédience. Il y a des clés qu'on peut actionner pour vraiment mettre la personne en mouvement, mais ça a trait aux valeurs. Ça a trait à vraiment l'interne. Et ça me ramène justement à cette notion de la RSE qui est diffuse dans l'activité au quotidien, de pouvoir faire vraiment de la RSE dans son management au quotidien. Au quotidien, parce que quand on arrive à avoir des collaborateurs qui se donnent, mais c'est parce qu'ils ont reçu. Chacun est un réservoir qui doit être rempli avant de pouvoir être, de pouvoir se vider après, de pouvoir donner aussi. Et il y a des réservoirs qui donnent beaucoup, mais on ne sait pas trop comment ils se remplissent. Et là, je me tourne vers toi, les entrepreneurs aujourd'hui. Voilà une catégorie, les chefs d'entreprise, les patrons tout en haut. Toi, aujourd'hui, tu es à la tête de ton agence. En tant qu'entrepreneur, comment tu gères ton bien-être? Et comment tu fais, toi, pour te remplir? Parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, les collaborateurs n'ont pas le sentiment qu'il faut remplir le patron aussi, à part remplir ses poches, on ne peut pas faire du vide, mais humainement, c'est également quelqu'un qui doit être rempli. Donc, de ton point de vue en tant qu'entrepreneur, comment tu gères ton bien-être? Et quels conseils tu peux donner à d'autres entrepreneurs pour leur bien-être? Merci beaucoup. Effectivement, l'entrepreneur aussi a besoin qu'on s'occupe de son bien-être. C'est dans les deux sens. Autant les employeurs ont besoin que l'entreprise s'occupe de leur bien-être. Les entrepreneurs aussi ont besoin que les employés s'occupent de leur bien-être. Parce que c'est... Et pas que financier. Et pas que financier, oui, physiquement. Parce que quand on a des employés, par exemple, en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'avoir des employés qui sont proactifs, qui sont force de proposition, parce que ce n'est pas évident. On a besoin d'employés qui sont dynamiques, qui sont créatifs, qui apportent vraiment suffisamment de valeur ajoutée et qui sont très autonomes. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de suivre au peigne fin tout ce qu'ils font, parce qu'on a nos propres responsabilités aussi, on a énormément de choses à faire. Donc si on a une équipe dynamique, autonome, proactive, créative, on a du temps pour faire des choses essentielles et surtout pour avoir un petit moment de ouf de soulagement. Parce qu'on se dit, ok, on a l'équipe qui est là, elle va gérer, elle va s'occuper de plein de choses le temps que je prenne un café, comme on dit, un thé, et que je lise un livre, ou que j'aille faire quelque chose qui puisse vraiment me régénérer et me donner encore plus d'énergie.
Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le conseil que je donne aux entrepreneurs pour avoir vraiment une bonne source d'énergie, pour remplir leur réservoir, c'est surtout apprendre à déléguer. Parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on se dit, écoute, on a des objectifs, il faut qu'on fasse de l'argent tout de suite, on a des charges et tout. On n'a pas forcément cette aptitude à pouvoir déléguer les tâches, parce qu'on a tout un peur que les choses se passent mal. Dès qu'on a un petit raté, on a tout de suite une mauvaise image. Et quand on a une première mauvaise image, on ne peut pas le rattraper aussi vite. Il faut apprendre à avoir confiance à ses collaborateurs, à ses équipes. Parce que quand on les valorise, on leur accorde une certaine confiance, ils ont plus tendance à prendre des choses à bras le corps. Oui. Ils se sentent en confiance, ils se sentent valorisés, comme on le disait tout à l'heure, ils se sentent reconnus, ils sentent qu'ils sont dans un environnement où vraiment l'entrepreneur, le patron, a confiance en eux. Et c'est super important en tant qu'entrepreneur de pouvoir lâcher prise. Le lâcher prise, c'est très important. Il ne faut pas toujours prendre tous les problèmes et tout le monde et mettre sur ses épaules. Il faut déléguer, lâcher prise et peut-être, je voulais un peu rebondir dessus sur le fait que je disais oui, lâcher prise, parce que on a tendance à avoir des entrepreneurs, des professionnels qui délèguent pour lâcher prise, mais at the end of the day, ils n'ont pas vraiment lâché prise parce qu'ils sont dans le micromanagement. Donc, guys, please, déléguez, ne micromanagez pas, lâchez prise, faites confiance. Voilà. Justement, j'allais rebondir encore une fois sur ce lâcher prise. Oui. Parce que le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de compliqué à faire des fois. Et pas que pour les entrepreneurs. Oui. Et surtout pour les managers. Parce que quand on regarde aux résultats qu'on a à atteindre et qu'on se dise, si je lâche prise et que les résultats ne sont pas atteints, ça va me retomber dessus et tout ce stress-là, du coup, on rentre vraiment dans ce micromanagement-là. Effectivement. D'être toujours, de faire genre, voilà, on a donné un dossier, mais après toutes les 30 secondes, on est dedans. On en est où de ce dossier et je suis tout à fait en phase avec vous. Vraiment, il faut apprendre à lâcher prise. Oui, il faut vraiment apprendre à lâcher prise parce que les personnes qu'on a en face sont des personnes en qui on a investi. On a investi du temps, on a investi de l'énergie, on a investi de la formation, on transmet. Et ce que vraiment mon conseil aux managers, c'est de permettre aux équipes de faire des erreurs aussi. Parce que si elles ne font pas d'erreurs, c'est vrai que les équipes, c'est pas pour vous dire de faire des erreurs, d'accord? Il ne faut pas trop en faire aussi. C'est pas super parce qu'il faut passer derrière pour arranger. Mais je crois que l'erreur, en entreprise, aujourd'hui, on considère l'erreur comme une catastrophe. Alors que l'erreur permet d'apprendre. Absolument. Également. Si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. Et aujourd'hui, on a mis les gens dans un système où il faut pouvoir délivrer tout de suite de la qualité avec le zéro erreur. Mais ça n'existe pas. Et pour qu'elles puissent intégrer et capitaliser sur quelque chose, il faut qu'il y ait des moments où elles sont tombées. Absolument. Il faut que les équipes tombent des fois. Donc les managers, des fois, laissez-les tomber un peu. Laissez-les aller se cogner la tête. Mais surtout, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités quand ils tombent aussi. Quand ils font des erreurs, il faut laisser les équipes aussi prendre leurs responsabilités. Ça permet aussi de lâcher quelquefois prise et de se dire, voilà, on est une équipe, on est ensemble. Ce que je n'ai pas fait, les autres pourront le faire. Si je n'y suis pas arrivée aujourd'hui, demain, on va y arriver ensemble. Et de vraiment se dire qu'on est dans un processus d'amélioration continue. Chaque jour, au quotidien, on avance, on grandit et on grandit ensemble. Là, ce qui me vient, c'est vraiment de pouvoir entrer dans des questions spécifiques en termes de bien-être. Et comme ça, c'est de se dire quel est l'apport de l'inclusion dans le bien-être. Là, je t'envoie la question, Khady, sur ça, parce que est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir des équipes, mais vraiment homogènes?
Parce qu'il y a cette erreur aussi qui se fait des fois en entreprise lorsqu'on constitue des équipes. On veut avoir exactement, ou les managers pensent qu'il leur faut exactement les personnes qui pensent exactement la même chose ou qui sont pareilles ou qui ont exactement le même profil. Mais est-ce que c'est pas une erreur? Personnellement, je crois que c'est une erreur. Mais Pareillement. Honnêtement, je trouve que c'est une très grosse erreur parce que il faut du tout pour faire un monde. La spécificité de chacun apporte de la richesse dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, les profils diversifiés vont même prôner l'innovation parce que chacun vient avec sa manière de faire et on essaie vraiment de bâtir quelque chose de différent. Justement, ce qui différencie certaines entreprises fortes, c'est parce qu'au sein de leurs équipes, elles ont donné une très grande importance à l'inclusion. Je ne parle pas uniquement d'inclusion en termes de genre, mais d'inclusion même en termes de capacité. Aujourd'hui, embarquer tout le monde. On peut avoir une personne à handicap, par exemple, qui aujourd'hui peut occuper, par exemple, un autiste qui va venir au sein de l'entreprise. Je vais dire, oui, mais c'est un autiste, mais est-ce qu'il peut? Mais souvent, ce sont des personnes tellement créatives, qui apportent tellement c'est-à-dire, ils ont un point de vue tellement décalé qui te font sortir du box. You are starting thinking out of the box. Parce qu'ils sont décalés. Et le fait de think out of the box, c'est une forme d'innovation. Et donc, oui, je crois que fondamentalement, c'est une erreur de prendre les mêmes typologies de personnalité, les mêmes compétences et vouloir bâtir ton équipe. Mais finalement, tu n'as pas d'offre différenciante. Tu n'es vraiment pas différent de l'entreprise lambda qui fait pareil que toi. Et dans un monde où on essaie vraiment de maintenir notre position concurrentielle, mais justement, ce sont ces profils-là atypiques, talentueux, qui vont vraiment nous permettre d'y arriver. Donc oui, l'inclusion, d'ailleurs, dans notre boîte, ça fait partie d'un pilier fondamental, ça fait même partie de nos valeurs, la diversité et l'inclusion. Parce qu'il faut aujourd'hui la valoriser. Il faut du tout pour faire un monde. Donc chacun a sa part et on n'a pas des surhommes, des sous-hommes. Il n'y a pas d'ego inférieur, d'ego supérieur. On est tous des talents, tous des collaborateurs. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et celui-là même que tu penses qu'il ne peut rien faire, tu seras surpris de voir ce qu'il peut réaliser s'il est dans les conditions adéquates. Ça, par contre, c'est important. Aujourd'hui, on va prendre un collaborateur, on va dire que oui, mais franchement, il est vraiment pas top, il délivre pas. Mais est-ce qu'il a été dans les conditions qui ont favorisé qu'il puisse être top et qu'il puisse délivrer? Donc, autant de questions. La bonne personne à la bonne place, mais également dans le bon environnement. En effet, merci. C'est extrêmement important, le bon environnement pour la bonne personne. Parce qu'on a vu des personnes, moi je l'ai vécu, un comptable qui a fait toutes ses études comptables, qui a évolué, qui est rentré dans l'entreprise en tant que comptable, qui a fait son parcours et qui était moyen, mais qui s'est découvert au commercial, qui a demandé à aller au commercial et qui s'est découvert, qui s'est épanoui et qui a vécu des choses merveilleuses dans ce sens-là. Donc, je crois aussi que le bien-être, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner les équipes dans leur découverte, dans la découverte d'eux-mêmes, de leur capacité, de ce qu'ils ont en eux, au-delà de la capacité, de la compétence technique, mais de pouvoir se découvrir en tant qu'humain, de pouvoir découvrir la créativité dont ils peuvent faire preuve, de pouvoir découvrir cette empathie dont ils peuvent faire preuve, de se découvrir en tant qu'humain. Et vraiment, nous encourageons à mixer les équipes. C'est vraiment quelque chose d'important. Mixer les équipes, ramener du sang neuf, mais aussi permettre aux équipes d'aller voir ce qui se passe à côté. Et ça, c'est vraiment un grand combat en entreprise. Les gens sont cloisonnés dans leur secteur d'activité. Les financiers sont financiers. Ils n'essaient pas de comprendre ce qui se passe au commercial, dans la logistique, et ainsi de suite. Et chacun reste dans sa boîte. Mais c'est ce qui amène facilement les burn-out, parce que facilement, on fait le tour. Exactement. Comme activité. Mais si on s'ouvre, et si de temps en temps, je vais faire un tour au commercial et qu'on discute commerce et qu'on vous regarde, j'apprends des choses, et le lendemain, je vais de l'autre côté, c'est également quelque chose qui est important, qui me permet d'apprendre, qui permet
d'explorer de nouveaux univers, d'explorer de nouvelles possibilités. C'est extrêmement important. Ousmina, ma dernière question pour toi, ou l'avant-dernière, avant qu'on voit propre, ce serait de savoir aujourd'hui, toi, quel serait ton conseil en tant que coach pour quelqu'un qui veut se projeter, qui veut aller un peu en dehors de son cadre habituel, ou peut-être dans le cadre d'une transition, dans le cadre d'un changement de voie, parce que ça aussi, ça participe au bien-être, de pouvoir se projeter sur l'avenir, de pouvoir se préparer à une reconversion ou à un changement de carrière. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et surtout à ceux qui veulent entreprendre. Ils sont nombreux en entreprise qui veulent entreprendre. Oui, effectivement. Je pense que c'est une question très importante parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont employées et qui ont d'autres passions, qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, faire d'autres activités et tout. Et beaucoup se disent non, je vais tout lâcher, je vais arrêter le boulot et puis commencer mon activité. Mais la plupart du temps, le conseil qu'on donne, c'est de se découvrir d'abord. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, je suis financier dans mon entreprise, je ne suis que dans le département financier, mais si j'essayais d'aller dans le service clientèle, je vais découvrir peut-être que j'ai d'autres talents, j'ai un autre potentiel extraordinaire et tout, à pouvoir parler aux clients, parce qu'on n'est pas, quand on est entrepreneur, on fait tout déjà à la fois. On va parler, on n'est pas seulement là pour gérer l'argent. Il faut aller chercher les clients, il faut aller parler, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. On a énormément, en fait, on est multitâche. On est financier, on est responsable clientèle, on est responsable commercial, on est responsable marketing. On est tout. On est même au four et au moulin. Tout. En fait, on fait du tout quand on est entrepreneur. Donc, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et tout, et qu'on est employé, c'est très bien déjà de se découvrir d'autres talents au sein de son entreprise et en même temps commencer son activité en parallèle. Parce qu'on ne peut pas dire non à un salaire régulier qu'on a. Je me dis que c'est une charge qu'on ne peut pas... Enfin, c'est des charges qu'on ne peut pas supprimer comme ça. On a un salaire qu'on a l'habitude d'avoir tous les mois. Ça couvre énormément de charges. Il y a beaucoup de dépenses qui dépendent de ce salaire. On ne peut pas le lâcher complètement. Oui, du jour au lendemain, je me lance dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut du temps. On ne peut pas commencer tout de suite sa petite activité, son business et son nouveau plan et se dire non, tout de suite, ça va me rapporter autant que ce que le salaire me rapportait. Il faut du temps. Donc, prenez le temps. S'il vous plaît, prenez le temps de bien mûrir l'idée, de tester l'idée avant de tout abandonner pour vraiment vous lancer tout de suite. C'est le conseil que je peux. Merci beaucoup. Et c'est très important vraiment de prendre le temps de se découvrir, de prendre le temps de se construire déjà dans sa carrière, de savoir où on va. Et là, c'est vraiment à toi que je vais poser la question, Khady. Comment on accompagne un collaborateur justement dans cette question qu'il n'arrête pas de nous poser, ce plan de carrière? Parce que ça, c'est quelque chose qui est important dans la notion de bien-être. Quelqu'un qui n'est pas qui n'arrive pas à se projeter dans sa carrière. Donc, un collaborateur qu'on doit accompagner dans sa carrière pour qu'il puisse se projeter. Déjà, c'est quoi les premières questions qu'on lui pose? Moi, j'en ai une que je pose en principe. C'est qu'est-ce que tu veux déjà faire de ta vie? Exactement. Donc ça, c'est ma base. Exactement. Mais, voilà, j'aimerais... Mais effectivement, je pense que tous les RH auront quasiment la même question. Aujourd'hui, ok, d'accord, c'est quoi ta vision de ta carrière? C'est ta vision de ta carrière. Ça n'a rien à voir avec les RH, ça n'a rien à voir avec le coach, c'est ta vision. Et donc, du coup, déjà, on va t'inviter à aller réfléchir à ce que tu veux vraiment pour toi-même, que ce soit en accord avec toi-même. Comme Ousmina disait, tu dois être en accord dans tes valeurs. Et le plan de carrière, je pense que
patience, tu le dis très souvent, ne peut pas être dissocié de ton projet de vie. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le plan de carrière est embarqué dans ton projet de vie. Donc, clairement, les RH, c'est pas eux qui vont le dessiner pour toi. C'est toi qui vas l'identifier en fonction. Franchement, on peut pas, hein. S'il y a un DRH qui dit qu'il fait, franchement, voilà. On est vraiment... Il va falloir travailler un peu. Voilà, un tout petit peu. Par contre, ce qu'on fait, une fois que vous avez pu identifier ce que vous voulez pour vous-même, maintenant, c'est de vous accompagner pour y arriver. Bien évidemment, ça doit être en accord avec l'orientation stratégique de l'entreprise. Aujourd'hui, si par exemple, le projet de carrière de mon collaborateur, c'est de commencer par l'intrapreneuriat, comme disait Ospina, pour tendre vers l'entrepreneuriat et me dire, c'est ça ma carrière, comment les RH me supportent, mais je te dirais, franchement, là, nous, on a une limite, hein, je crois. Donc, il faut vraiment que ce soit en accord aussi un peu à l'orientation stratégique de la boîte dans laquelle vous êtes. Mais le plus important, c'est de ne pas dissocier votre projet de vie et votre plan de carrière. C'est imbriqué et donc c'est à vous de vous poser, de voir ce que vous voulez. Quelle orientation vous voulez donner à votre vie professionnelle? Dans quel type d'entreprise vous voulez être, vous pensez que vous serez le plus épanoui? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et bien plus loin encore, dans quoi vous êtes doué. Parce que si vous n'identifiez pas et on est tous doués dans quelque chose. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'est pas douée dans un domaine. Il suffit juste de prendre du recul et de l'identifier. Donc, je pense que aussi bien ces aspects de bien-être, de carrière, de projet de vie, c'est parce qu'on ne prend pas du recul pour se focaliser sur nous-mêmes et uniquement sur nous-mêmes. Allez nous découvrir qui sommes-nous. On parle d'intelligence émotionnelle, ça rentre encore dans le bien-être. Qui sommes-nous? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qui nous booste? Quelles sont nos motivations? Aujourd'hui, vous devez être capable de pouvoir écrire votre SWOT en tant qu'individu, en tant que professionnel. Une fois que vous avez identifié votre SWOT, après maintenant vous dites, ok, donc c'est ça, voilà ce que je sais faire. Dans quel environnement je peux le faire? Mais toutes ces questions-là, c'est pas les ressources humaines qui pourront y répondre. Elles vous appartiennent. À vous et à vous seul d'y répondre. Maintenant, nous, on vous accompagne. Et ça, vous pouvez compter sur nous. Les ressources humaines seront là. Si, par exemple, votre projet est en étroite ligne avec l'orientation stratégique de la boîte, soyez sûr qu'on mettra tous les moyens qu'il faut en termes de formation, de mentorat, de coaching, de tout ce que vous voulez pour vous permettre d'y arriver. Parce qu'à the end of the day, la boîte sera bénéficiaire et vous le serez. Donc, ce sera une collaboration gagnante-gagnante. Voilà ce que je voulais dire un peu. Merci infiniment et j'espère que vous avez compris, les amis. Votre bien-être, c'est le vôtre. C'est d'abord le vôtre. Si vous connaissez, si vous répondez à ces questions, si vous savez exactement où vous voulez aller, si vous savez ce que vous voulez, si vous connaissez les valeurs qui vous portent, personne ne viendra polluer votre environnement. Véritablement, c'est vraiment le message que moi, j'aimerais passer, cette responsabilité qu'on a dans le bien-être. On est responsable de la qualité de l'environnement dans lequel on vit. Et on le voit aujourd'hui. Si le monde est pollué, si on parle de réchauffement climatique, ce n'est pas la faute du soleil. C'est pas le soleil qui a détruit la couche d'ozone. Non, c'est bien nos actions qui ont contribué à la détérioration de la couche d'ozone. Et aujourd'hui, on se fait cramer bien gentiment et puis on a froid à Dakar en plein avril. C'est très compliqué. J'avoue. Donc, c'est notre responsabilité. Et c'est pareil en entreprise. S'il y a un environnement toxique, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas contribué d'une certaine manière à cet environnement toxique? Et même si la réponse est non, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Donc, on est responsable. On peut accompagner le manager. Ce que je dis des fois aux collaborateurs, parce que le management, il n'est pas que dans un sens. Ce n'est pas que le supérieur qui manage l'inférieur. L'inférieur manage également le supérieur. Effectivement. On se fait manager, mais on manage également. Et si on comprend qu'on est également manager en tant que collaborateur, non seulement on va se manager soi, déjà, on va manager nos collègues et on va manager notre supérieur. Et si quelqu'un a des manquements quelque part, on peut apporter un équilibre
et à accompagner et faire en sorte que l'environnement soit bien et que tout le monde vive le bien-être comme on le pense. Alors, Osmina, je vais te laisser dire tes derniers mots. Avec quoi tu aimerais que nos amis partent? Une astuce, un tips, quelque chose à mettre en place dès demain pour être acteur du bien-être. Très bien. Alors, je dirais qu'il faut réellement qu'on se rende compte que le bien-être est d'abord personnel. Le bien-être, c'est soi-même d'abord. Parce que c'est quand on est bien nous-mêmes qu'on peut apporter du bien ou du bonheur autour de nous-mêmes. Donc, soyons alignés avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut. Soyons clairs avec nos objectifs, comme l'avait dit tout à l'heure. Vos objectifs de carrière vous appartiennent d'abord. Qu'est-ce que vous voulez? Tant que vous savez ce que vous voulez, vous pouvez demander au RH de vous accompagner. Si déjà, à votre niveau, tout n'est pas clair, vous ne pouvez pas demander au RH quelque chose que vous n'avez pas vous-même. Alors, restons concentrés sur nous-mêmes, alignés avec nous-mêmes. Commençons le bien-être de manière personnelle et apportons le bien-être autour de nous. Merci Osmina. C'est beau. Tes derniers mots, tes tips. Alors, peut-être en deux phases, aux entreprises déjà. Le bien-être, ce n'est plus un gadget, ce n'est plus un jouet, ce n'est pas un effet de mode, c'est encore moins un luxe. Le bien-être, c'est une nécessité. Si on veut mieux se positionner sur notre marché, si on veut avoir une entreprise qui soit solide et qui puisse faire face à tout type de crise dans les années à venir, le bien-être doit être un pilier stratégique. Que la direction générale, la direction des ressources humaines puisse travailler en étroite collaboration pour pouvoir aujourd'hui en faire vraiment un pilier stratégique. Aux professionnels, aux individus, je pense, comme l'a dit Osmina, décidez d'être heureux. Le bonheur, c'est vous qui le décidez. Votre bien-être, c'est vous qui le décidez. Et autre chose extrêmement importante, ne soyez pas votre propre personne toxique, parce que ça peut arriver. Et plus important encore, ne soyez pas la personne toxique des autres, parce que vous allez empiéter sur leur bien-être également. Voilà. Magnifique. J'espère vraiment que vous avez retenu ces aspects et que ça va vous aider véritablement à être des acteurs du bien-être dans vos environnements. Comme Osmina l'a dit, moi j'ai adoré cette phrase de John Maxwell, la vie suit son cours, soyez présents. Soyez présents dans la vie au quotidien, soyez présents dans votre vie, soyez responsables, soyez acteurs de votre bien-être, de votre vie, de votre carrière, de votre développement. Et surtout, soyez acteurs du bien-être général dans votre entreprise. Tout ce que vous allez donner, vous allez le recevoir en retour. C'est un principe. Ce qu'on envoie, on le reçoit. Ça nous revient. Alors, mais on ne peut donner que ce qu'on a. Comme on le dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, si vous êtes bien, si vous avez du bien-être, si vous avez de l'empathie, si vous avez de l'amour, donnez-le et vous allez le recevoir en retour. On espère vous avoir apporté quelques réponses, vous avoir donné des tips, vous avoir donné ce qu'il vous fallait dans ce petit moment de pause. J'espère que vous avez apprécié le café, le thé, le chocolat ou le pot de yaourt. On se dit au mois prochain avec une nouvelle thématique. Merci les filles. Merci Patience. Ça a été un plaisir de vous avoir encore une fois et on va se retrouver le mois prochain pour parler encore de sujets passionnants, de sujets RH, de sujets de management. Merci à tous les amis. À bientôt. Au revoir.